Que se passe-t-il lorsqu'un génie de l'industrie automobile ose défier les géants et se retrouve impliqué dans l'un des scandales les plus honteux de son époque? John DeLorean avait tout, la célébrité, l'argent, la vision, et une voiture qui promettait d'être le futur. Mais son histoire s'est terminée dans la ruine. La drogue et une réputation détruite. Voici l'histoire vraie de la façon dont DeLorean s'est autodétruit, et de comment, ironiquement, son échec est devenu immortel. Imaginez être l'un des cadres les plus jeunes et les plus brillants de General Motors. Vous avez du pouvoir, de l'influence, et un avenir assuré dans la plus grande entreprise du secteur automobile. Mais un jour, vous décidez de tout quitter. Pourquoi? Parce que vous avez une idée si grande qu'elle ne rentre plus dans les limites de ce qui est établi. John Zachary DeLorean n'était pas un ingénieur comme les autres. Il était charismatique, rebelle, ambitieux. Il avait ce magnétisme étrange qui le faisait ressortir dans une salle remplie de cadres ternes. À peine âgé de 40 ans, il était déjà devenu vice-président de GM. Et on lui attribuait le succès de modèles emblématiques comme la Pontiac GTO. Mais malgré sa réussite, quelque chose ne collait pas chez lui. L'industrie était à l'arrêt, produisant en masse des voitures sans âme, sans éthique, sans avenir. C'est là que sa vision est née. Créer la première voiture véritablement éthique. Un véhicule qui ne serait pas seulement rapide ou séduisant, mais aussi sûr, durable et honnête envers ses consommateurs. Ainsi, en 1975, il a fondé sa propre entreprise, la DeLorean Motor Company, ou DNC. Son rêve n'était plus seulement technique, il était presque philosophique. Il voulait prouver qu'il était possible de construire une meilleure voiture, sans sacrifier ses principes ni céder aux pressions du marché. Pour lancer son projet, il avait besoin de capitaux, et beaucoup. Il a frappé à toutes les portes aux États-Unis, mais les conditions qu'il exigeait, à savoir l'indépendance créative et le contrôle total, étaient trop risquées pour les investisseurs traditionnels. C'est alors qu'une offre inattendue est apparue. Le gouvernement britannique, dans le but de revitaliser l'économie de l'Irlande du Nord, lui a proposé quelque chose de tentant. Ils lui ont offert des subventions de plusieurs millions et des terrains dans la ville conflictuelle de Dunmurry en échange de l'installation de l'usine là-bas. C'était un pari risqué, mais aux yeux de DeLorean, cela semblait être l'opportunité parfaite. Soutien de l'État, main-d'œuvre bon marché et la possibilité de marquer l'histoire. Et c'est ce qu'il a fait. La construction de l'usine a commencé en 1978. Une usine moderne, ambitieuse, qui se voulait être un symbole de réconciliation dans un pays divisé. Les employés, dont beaucoup étaient catholiques et protestants et qui ne se seraient jamais assis ensemble auparavant, ont commencé à assembler un rêve en acier inoxydable, la DNC-12. La DNC-12 avait une mission compliquée, justifier son prix de 25 000 $. Sur un marché où, pour cette somme, on pouvait déjà s'offrir des voitures plus puissantes, plus fiables et de marques bien établies. Que offrait donc DeLorean en échange? Design, style, exclusivité. Et qu'est-ce qui a échoué? Presque tout le reste. Sous sa carrosserie étincelante en acier, la DNC-12 cachait un moteur V6 d'origine française, partagé avec Peugeot, Renault et Volvo, qui ne développaient que 130 chevaux. Le résultat? Une voiture de sport qui n'était plus de 10 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Pour un public habitué au rugissement des Mustang et Camaro, c'était décevant. Et le pire, c'est que de nombreux acheteurs, en voyant son allure si agressive, en attendaient bien plus. En le conduisant, ils découvraient une voiture qui n'était ni rapide, ni agile, ni amusante. Tout simplement accrocheur. Mais le design, à lui seul, a tout de même eu un impact. Son créateur était Giorgetto Giugiaro, une légende dans le monde du design automobile, le même qui a conçu la Volkswagen Golf et la Lotus Esprit. Et ce n'est pas tout. Les premiers modèles sont arrivés sur le marché pleins de défauts, des portes qui se bloquaient, des systèmes électriques défectueux et des problèmes d'assemblage. Beaucoup de voitures arrivaient chez les concessionnaires avec des réglages mal faits ou des pièces mal fixées. Certains mécaniciens ont même dit que travailler sur une DNC-12, c'était comme réparer une montre suisse, sans mode d'emploi. DeLorean, toujours aussi optimiste, insistait sur le fait que les erreurs faisaient partie du processus pour toute nouvelle entreprise automobile. Et en théorie, il avait raison. Mais le temps ne jouait pas en sa faveur. Les voitures défectueuses nuisaient à la réputation, les ventes ne décollaient pas, et les investisseurs commençaient à douter. 8600 exemplaires de la DNC-12 ont été produits, mais à peine 6000 ont été vendus. Le reste s'accumulait comme des monuments silencieux de l'échec. Ironiquement, la DNC-12 aurait eu besoin d'une machine à voyager dans le temps, mais pour revenir en arrière et corriger les erreurs avant le lancement. Lorsque John DeLorean a accepté d'installer son usine à Dunmurry, en Irlande du Nord, ce n'était ni par caprice ni par romantisme. C'était un coup stratégique. Le gouvernement britannique lui offrait plus de 120 millions de $ en subventions et incitations pour créer des emplois dans une région dévastée par le conflit entre catholiques et protestants. L'idée était noble et risquée. Pendant les premiers mois, tout semblait fonctionner. L'usine a employé plus de 2500 personnes, ce qui a contribué à stabiliser la région.
Mais avec le changement de gouvernement au Royaume-Uni et l'arrivée de Margaret Thatcher, la situation est devenue beaucoup plus compliquée. Thatcher n'était pas partisane de subventionner des entreprises étrangères, et pour elle, DNC n'était pas une promesse, c'était une dépense sans retour. Elle a donc commencé à mettre la pression. Plus de résultats, moins de discours. John, qui avait négocié à l'époque avec un gouvernement plus souple, se retrouvait maintenant face à une dirigeante dure, froide et peu disposée à continuer de financer un projet qui ne générait pas de bénéfices visibles. Et la pression ne cessait d'augmenter. Les coûts de production explosaient, l'usine était loin d'atteindre ses objectifs. Et le marché américain, où l'on espérait que la DNC-12 brillerait, ne répondait tout simplement pas. Pire encore, l'emplacement isolé, le manque d'expérience en fabrication et les erreurs d'assemblage constantes transformaient l'usine en une véritable poudrière. Tout était interconnecté. Une voiture défectueuse à New York signifiait moins de confiance envers l'usine de Dunmurry, ce qui entraînait plus de pression de la part de Londres, moins de financement, et davantage de désespoir dans les bureaux de DeLorean. Et ce désespoir, comme c'est souvent le cas dans les histoires tragiques, a ouvert la porte à des décisions impensables. Avec l'usine de Dunmurry tournant au ralenti, les véhicules invendus s'accumulaient et les investisseurs se détournaient. DeLorean avait besoin d'argent, rapidement. Il avait tout essayé, de nouveaux tours de financement, des négociations avec le gouvernement britannique, voire des partenariats commerciaux. Rien n'a fonctionné. Chaque porte à laquelle il frappait se refermait avec encore plus de force. C'est alors qu'un homme est apparu avec une proposition. Apparemment, il avait accès à un réseau capable de générer plus de 24 millions de dollars en très peu de temps. Mais il y avait une condition. L'argent provenait du trafic de drogue. Ce qui s'est passé ensuite semble tout droit sorti d'un film d'espionnage. Mais c'était bien réel. John a accepté de le rencontrer. Et tout a été filmé. Sur cet enregistrement, qui a ensuite été rendu public, on le voit participer à la conversation comme s'il s'agissait d'un simple investissement. Ce business est aussi bon que vendre des voitures, a-t-il déclaré avec un sourire forcé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout cela faisait partie d'une opération secrète du FBI. Le 19 octobre 1982, John DeLorean a été arrêté et accusé de complot en vue de distribuer de la drogue. La nouvelle a explosé comme une bombe atomique à la une des journaux du monde entier. Les images du créateur de la voiture du futur menotté ont fait le tour de la planète en quelques heures. Le scandale a été immédiat, brutal et sans appel. Bien que 2 ans plus tard il ait été déclaré non coupable, grâce au fait que ses avocats ont prouvé qu'il avait été piégé, le mal était déjà fait. Son image, jusque-là celle d'un rebelle glamour, d'une icône de l'entrepreneuriat et de l'innovation, a été ternie à jamais. La confiance des partenaires, des clients et du public s'est évaporée. Et avec elle, toute l'entreprise. Une semaine après son arrestation, la DeLorean Motor Company s'est officiellement déclarée en faillite. Ce fut le point final d'une histoire qui avait commencé avec tant d'idéalisme, tant de passion, et qui s'est terminée entre procès, dettes et honte publique. Le rêve d'une voiture éthique s'est transformé en cauchemar judiciaire. Quelques voitures partiellement assemblées ont pu être terminées grâce à une entreprise sous-traitante, mais la production officielle s'est arrêtée pour toujours. Les employés ont été licenciés, l'usine a fermé ses portes, et les espoirs se sont éteints. John DeLorean, de son côté, a passé les années suivantes plongé dans des procès, des problèmes financiers et des projets avortés. Il est mort en 2005, sans jamais retrouver les sommets. On dit que les légendes ne meurent jamais. Et même si la DeLorean Motor Company a fait faillite en 1982, sa création la plus ambitieuse, la DNC-12, était sur le point de renaître, mais pas grâce à sa puissance, plutôt grâce à sa présence sur scène. Parce que parfois, un échec retentissant sur le marché peut, avec le temps, se transformer en une icône culturelle. En 1985, à peine 3 ans après la faillite, le réalisateur Robert Zemeckis et le producteur Steven Spielberg avaient besoin d'une voiture pour leur nouveau film de science-fiction. Ils ne voulaient pas n'importe quelle voiture, ils avaient besoin d'une machine à voyager dans le temps qui ait l'air différente, futuriste, presque extraterrestre. Et puis ils l'ont vu, la DeLorean DNC-12, avec sa carrosserie brillante et ses portes papillons, semblait faite pour voyager dans le temps. C'est ainsi qu'est née l'une des associations les plus emblématiques d'Hollywood, la DeLorean comme machine à voyager dans le temps dans Retour vers le futur. Ce que ni John DeLorean ni ses détracteurs n'avaient imaginé, c'est que cette même voiture, critiquée pour sa faible puissance et sa mauvaise qualité, deviendrait un symbole générationnel. À partir de ce moment-là, la DNC-12 cessa d'être un échec commercial pour se transformer en une capsule temporelle culturelle. Des passionnés du monde entier commencèrent à rechercher des exemplaires. Des clubs d'amateurs furent fondés. Même des musées commencèrent à l'exposer comme une pièce historique. Et avec les années, sa rareté l'a rendu plus précieux. Ce qui autrefois était une voiture invendable, se négocie aujourd'hui à plus de 40 000 $, selon l'état et le kilométrage. Certains modèles restaurés ou modifiés avec des pièces d'origine peuvent même atteindre les 100 000 $. La nostalgie, comme toujours,
a une valeur que les chiffres initiaux ne peuvent pas prévoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces dernières années, une nouvelle entreprise, qui a acquis le nom et certains actifs de l'original, a tenté de raviver l'héritage de l'Orient avec une version électrique moderne, l'Alpha 5. Avec un design élégant, des porte-papillons et une technologie actualisée, cette nouvelle itération cherche à réconcilier le passé avec le futur. Il est encore trop tôt pour savoir si elle parviendra à faire plus que rendre hommage à l'original. Mais son existence démontre une vérité indéniable. DeLorean n'a jamais vraiment disparu. Quant à John, sa fin fut bien moins glamour. Après le procès, il a perdu la majeure partie de sa fortune. Il a fait face à d'autres procès, a tenté de lancer d'autres voitures, tous sans succès, et a fini par vivre dans une petite maison, loin des projecteurs qu'il aimait tant. Il est mort en 2005, à l'âge de 80 ans, étant passé de magnate à martyr, puis de vilain à légende. Car même si l'histoire de DeLorean est un avertissement pour le monde des affaires, elle reste aussi un rappel puissant. La chute peut être brutale, mais parfois, ce que tu as construit avec passion trouve un nouveau sens là où tu attends le moins. John DeLorean voulait changer le monde de l'automobile avec un idéal révolutionnaire. Et même si son rêve s'est brisé à cause de mauvaises décisions, d'un scandale inoubliable et de la pression du marché, il a fini par accomplir ce que très peu de gens réussissent, devenir éternel. Aujourd'hui, la DNC 12 ne se voit plus dans les rues, elle se voit dans les souvenirs. Et toi, qui es arrivé jusqu'ici, tu sais désormais que derrière l'éclat de cet acier inoxydable se cache une histoire complexe, humaine et profondément fascinante.